Henry Kravis est l'un des pères de ce capitalisme financier qui règne en maître depuis 30 ans. C'est au milieu des années 70, aux États-Unis, qu'il crée avec 2 associés, Kohlberg et Roberts, un fonds d'investissement, ce que l'on appelle en anglais une société de private equity. L'objectif de ces sociétés d'investissement, acheter et optimiser des entreprises afin de les revendre plus cher, et cela dans un temps record. Pendant une dizaine d'années, les fonds de private equity vont d'abord opérer sur le marché américain. Mais grâce à la déréglementation des marchés de capitaux dans le début des années 80, ces investisseurs vont pouvoir appliquer leurs méthodes à l'échelle de la planète et en tirer des bénéfices phénoménaux. C'est Henry Kravis qui a inventé, avec ses associés, un des outils financiers qui va donner les pleins pouvoirs à ce capitalisme actionnarial, le LBO, une pratique aujourd'hui banalisée et utilisée dans le monde entier. Le monde de la private equity, alors, est d'une sauvagerie sans pareille. Parce évidemment, les montages de private equity consistent en ce qu'on appelle des LBO, Leverage Buy Out. Alors, buy out, ça veut dire qu'on achète buy pour faire sortir de la bourse, out. Et leverage, ça veut dire que le montage d'ensemble de l'opération associe une petite part de capitaux propres et énormément d'endettement. Et le fait de procéder avec énormément d'endettement produit ce qu'on appelle l'effet levier, leverage. Pour acquérir le groupe Kion, maison mère de Fenwick, KKR et Goldman Sachs Partners investissent 850 millions d'euros, soit 20% du prix d'achat de Kion. Ils empruntent le reste, plus de 3 milliards d'euros, à plusieurs dizaines de banques. C'est le principe du LBO. Ces nouveaux investisseurs financiers, ils ont tous pour objectif de sortir dans les 3 à 5 ans. La création de cette dette impose la génération de cash par l'entreprise pour rembourser cette dette. Maintenant, toutes les personnes de l'entreprise sont impactées par le cash, parce que l'idée, c'est de convertir la plus grosse part de notre résultat d'exploitation en cash. Donc on se paye sur la bête en lui prélevant tout le cash nécessaire pour payer au banquier la dette. C'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, cette contrainte ne nous sépare plus que de quelques crans de la prise d'otage pure et simple. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Ces opérations sont extraordinairement profitables. Mais entre-temps, alors il a fallu faire dégorger le cash à l'entreprise. Donc c'est pas du tout un capitalisme qui développe. Dans le capitalisme à l'ancienne, pour devenir un leader mondial, il fallait réinvestir le surplus patiemment accumulé pendant des décennies. Et c'était ça le rythme de croisière d'une entreprise. C'était ça sa temporalité propre. Et au bout de 2-3 décennies, alors elle était devenue vraiment une grande entreprise sur le marché mondial. Swing low, sweet cherry ho, coming for to carry me home. Pour les hommes du capital industriel, il y a une espèce de primat de la pulsion de réalisation. Ça ne veut pas dire qu'ils soient indifférents au profit, évidemment pas. Mais le profit est déclassé dans la hiérarchie des priorités. Ce qui est visé, c'est l'expansion, la réalisation, c'est, créer une dynastie industrielle, par exemple. Je veux dire, les Dassault, les Bouygues, les Lagardère, etc. Créer un empire entrepreneurial. Marquer l'espace de ces constructions, pour les grands constructeurs de génie civil. Accomplir des révolutions technologiques qui vont façonner profondément les modes de vie pour un Bill Gates. Voilà, c'est ça les forces motrices, n'est-ce pas? Alors, pour ces forces motrices, le profit est un instrument, il est nécessaire, il faut l'avoir, donc il faudra le dégager pour l'investissement, pour l'accumulation du capital. Mais ça n'est pas forcément l'objectif final. Le capitalisme actionnarial révolutionne absolument tout ça. C'est son alpha et son oméga, le profit. C'est son horizon ultime et exclusif. Je veux dire, qu'il investisse dans une saboterie ou une entreprise qui fasse des centrales nucléaires, ça lui est indifférent. Je veux dire, l'essentiel, c'est la bottom line, c'est-à-dire le profit net et le taux de rendement des capitaux propres.
Je veux dire. Et si jamais c'est faire des yaourts qui payent plus que de faire des centrales nucléaires, le capital financier quittera le secteur du nucléaire sans l'ombre d'un regret et sans l'ombre d'un souvenir pour se réinvestir intégralement dans le yaourt. Dans cette logique, KKR a pris possession de groupes de médias, de télécommunications, de distributeurs de jouets, de laboratoires pharmaceutiques, de fabricants d'électronique, de producteurs et distributeurs d'énergie, de cliniques, d'universités, d'hôtels de luxe, de chaînes de quincaillerie, de fabricants de matelas, de fournisseurs de béton, de sociétés de sécurité et d'immobilier. Henry Kravis possède un empire. Les ventes annuelles de ces sociétés dépassent celles de Microsoft, Coca-Cola et Disney cumulées. Ces 450 000 employés n'en savent rien. Ils n'ont jamais croisé le chemin d'Henry Kravis. Pourtant, ils subissent exactement les mêmes pressions que les salariés français de Fenwick. How do we run our companies? Well, in KKR's case, our whole focus is 100% on operational improvement. How do you shorten the supply chain? How do you improve waste in the product? How do you improve productivity throughout the organization? How do you improve the sales force productivity and so on? These are the kinds of things that we do as a private equity firm, and that will not change.